Et à présent, l'invitée politique du 22h, elle est ministre déléguée des Français de l'étranger. Hélène Conway-Mouret, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue pour la première fois sur ce plateau. On est ravis de vous accueillir. Alors, le président Hollande aujourd'hui, contrairement à ses ministres et à son Premier ministre, n'a pas, il a dit lui-même, cherché à blâmer Gérard Depardieu pour son exil fiscal. Est-ce que finalement le président a raison et tous les autres ont tort ? Non, je ne crois pas que le président ait raison et les autres tort. Je crois que le président a dit qu'il fallait cesser la polémique sur ce sujet. Monsieur Gérard Depardieu est très blessé, il le dit, il le prouve par ses actes. Il a raison de s'être senti injurié quand on voit un petit peu toutes les remarques des différents membres de vos collègues, les membres du gouvernement. Oui, mais vous savez, c'est un sujet, enfin moi, qui me déplaît énormément parce que je représente 2,5 millions de Français et c'est vrai que l'image de l'exilé fiscal continue à coller à ces Français et sur les 200 000 Français qui vivent aujourd'hui en Belgique, sincèrement, il y en a quelques milliers, certes, qui sont là parce qu'ils ont envie de protéger ce qu'ils ont gagné en France ou ailleurs. Mais les autres travaillent, ont un profil socio-économique que l'on retrouve partout dans les autres pays et en France aussi. Alors, et ce cliché est assez agaçant et très mal perçu justement chez ces Français de l'étranger. Alors, je suis très triste parce qu'aujourd'hui nous parlons de Gérard Depardieu et nous ne parlons pas de Michel Houellebecq qui, au bout de 10 ans, revient. Donc, mais dit-il pour des raisons qui sont personnelles. Parce que la pluie irlandaise ne commençait à lui déplaire. Et puis surtout, il a dit qu'il avait envie de revenir pour parler la langue française. Alors, quand on sait que Gérard Depardieu a joué des rôles tels Danton et Cyrano, on se dit que s'il doit s'exiler un petit peu, il reviendra peut-être aussi parce qu'il aura envie de reparler la langue française. Pas si sûr quand on voit ce qu'il propose, c'est-à-dire de rendre son passeport. Mais le départ, l'exil fiscal de l'acteur est certes choquant, on l'imagine, pour un grand nombre de personnes. Mais derrière les phrases du gouvernement, on perçoit une petite musique, vous allez dire si c'est le cas pour vous, qui voudrait qu'il y ait des patriotes et d'autres pas, des bons Français et d'autres pas, et si on va plus loin, des bons patrons et d'autres pas. Est-ce que votre sémantique peut parfois diviser les Français ? Non, écoutez, il y a une grosse frustration aujourd'hui. C'est vrai que l'ensemble du gouvernement est lancé dans cette lutte contre le chômage pour redresser le pays. On se rend bien compte que le pays traverse une crise extraordinairement difficile et profonde. Et il y a une grosse frustration de se dire qu'à un moment où on demande à chaque Français et les Français de l'étranger aussi de participer à l'effort du pays, que finalement certains, comme Monsieur Depardieu, choisissent de quitter le bateau et de partir à ce moment-là. Je crois que c'est l'expression de cette frustration de se dire que c'est pas le moment. C'est vraiment pas le moment. Il faut vraiment qu'on se serre les coudes. Nous pensons que, enfin en tout cas c'est ce qu'a proposé François Hollande, que cet impôt, cette taxation à 75% sera passagère et le sera simplement parce que en 2013, à la fin de 2013, nous espérons pouvoir commencer à sortir du trou. Et je crois que c'est l'expression de tout cela. Oui, et de se dire que vraiment c'est pas le moment. Mais vous êtes bien d'accord que M. Depardieu ne fait rien d'illégal, en fait. Il ne fait qu'appliquer un traité, une convention fiscale qui a été signée par l'État français avec la Belgique. Oui, mais en même temps, enfin, les exilés fiscaux échappent à l'impôt et ça, ce n'est pas... Nous l'avons signé, c'est-à-dire qu'il y a une convention fiscale signée par les autorités françaises en 2008, qui a été signé et qui... C'est peut-être pour ça qu'il faudrait commencer à avoir le courage politique de regarder à nouveau de très près certaines conventions fiscales entre différents pays et aussi de rechercher une harmonisation fiscale qui ferait qu'on n'aurait pas des Français qui iraient en Belgique, des Belges qui vont au Royaume-Uni, des Anglais qui vont à Monaco. Enfin, on peut trouver aussi partout des gens qui bougent. Il n'y a pas beaucoup d'Européens qui viennent à Paris. Oh, si, quand même. On va en parler, mais encore une question sur ce thème. Gilles Carrez, qui est le président de la Commission des finances à l'Assemblée, vous a interpellé à ce sujet sur les exilés fiscaux. Il demande des statistiques pour jauger un petit peu le flux de départ. Lui, il pense qu'il y a véritablement, non pas une hémorragie, mais un mouvement, un départ. Pourquoi sa demande est restée lettre morte ? Parce que c'est parfaitement impossible. Dans l'espace Schengen, comment pouvez-vous... Pourquoi il le demande pour des gens parce qu'il est bizarre de la part d'un homme avisé comme lui. Certains ont demandé aussi à déchoir de la nationalité française des gens qui justement partaient à l'étranger pour
pour devenir des exilés fiscaux. Et c'est parfaitement impossible aussi. Donc tout le monde peut demander n'importe quoi, mais ce n'est pas pour cela que la réalité va changer. Dans l'espace Schengen, chaque citoyen européen a le droit de se déplacer où il veut. Et on peut imaginer que quelqu'un qui a envie d'aller en Belgique, justement, parce qu'il souhaite ne plus payer ses impôts en France, ne va pas forcément aller déclarer au consulat de France que c'est la raison de sa résidence en Belgique. Oui, Hélène Conway-Mouret, vous dites ce soir qu'il n'y a pas de flux, qu'il n'y a pas de... Nous n'avons pas massif de départ. Non, parce que nous pouvons quand même voir dans les écoles françaises s'il y avait une arrivée massive en Belgique, ce qui n'est pas du tout le cas, qu'en effet, des familles quitteraient la France pour venir s'installer en Belgique. Alors, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Vous allez très souvent à la rencontre de cette communauté à l'étranger, les expatriés, tous les Français installés dans le monde. Que vous disent-ils? Comment voient-ils, dans les pays où ils sont installés, leur pays, la France, son influence, son poids aujourd'hui? Ce que je note, c'est que les Français continuent à rester français et parfois se sentent encore plus français quand ils sont plus loin du pays, tout simplement parce que ils aiment leur langue, ils aiment leur culture et ils ont envie de se battre pour leur pays. Et aujourd'hui, en ce moment en tout cas, lors de mes déplacements, je rencontre de plus en plus de Français qui ont envie de s'impliquer et qui me demandent comment ils peuvent participer au redressement du pays. Parce que le message est clair, il est fort de la part du gouvernement. Et vous leur dites, venez payer vos impôts en France ? Pas nécessairement. Ces gens-là ont décidé d'habiter ailleurs, parfois très loin, mais ils ont envie de s'impliquer. Ils me demandent comment ils peuvent participer aux différentes concertations qui ont été lancées, comment ils peuvent donner leurs idées, comment ils peuvent témoigner de ce qui a réussi à l'étranger et peut-être qui pourrait servir de modèle ici. Mais il y a une vraie volonté de participation. Ça a été votre cas parce que vous avez habité loin, longtemps, je crois plus de 25 ans en Irlande. Vous étiez professeur d'université. Qu'est-ce qui a fait que vous êtes revenu ? 25 ans. Et vous êtes né en Algérie. Oui. Je précise aussi. Oui, je suis partie au nord pour revenir au sud, où j'appartiens en fait. Ce qui a fait que je suis revenue, j'ai été élue au Sénat, donc j'ai quitté mon poste de professeur d'université. En fait, je dirigeais un département de langue à l'université de Dublin. Je suis toujours restée française. J'ai toujours voulu et revendiqué d'être française à l'étranger. Et mon expatriation, finalement, était une recherche, d'abord au départ, de l'apprentissage d'une autre langue, d'une autre culture, mais qui se sont superposées à celle que je possédais et qui était mon identité. J'ai dit que vous étiez né en Algérie. À venir, il y a ce déplacement important, cette visite d'État du président François Hollande en Algérie. On va regarder justement quels sont les enjeux de ce déplacement avec François Goulin. Regardez. Le voyage du chef de l'État est d'abord politique, avec l'éternelle question de l'histoire. François Hollande devra trouver les mots lors de son discours prévu à Tlemcen pour évoquer la période coloniale. Mais ses conseillers sont formels, il n'y aura ni repentance ni excuse. Les enjeux économiques seront évidemment du voyage. Dans la délégation, une vingtaine d'hommes d'affaires et Jean-Pierre Raffarin, chargé par Nicolas Sarkozy des questions économiques pour l'Algérie, est reconduit dans ses fonctions. Des accords sont en négociation pour l'implantation d'usines par Renault et Total, ainsi que des projets en matière d'infrastructure et d'énergie. La France reste le premier partenaire économique de l'Algérie. Les Algériens souhaitent également que le nombre de visas délivrés à leurs ressortissants, notamment les étudiants, soit sensiblement augmenté. Dernier enjeu, et non des moindres, le Mali et la question du terrorisme au Sahel. Le président français devra convaincre les Algériens de participer à une intervention militaire internationale contre les terroristes d'AQMI et à une opération armée des États africains au Mali. Le chef de l'État part tout de même avec un avantage, sa connaissance du terrain. Il a vécu 8 mois dans le pays, étant étudiant, et a hérité d'un surnom, Hollande, l'Algérien. Beaucoup d'enjeux, beaucoup de sujets pour ce déplacement. Un sujet en particulier que je voudrais aborder avec vous, c'est la délivrance des visas aux Algériens désireux de venir en France. Est-ce que vous plaidez pour une délivrance plus facile de ces visas ? Écoutez, elle est déjà assez facile puisque nous délivrons 200 000 visas par an aux Algériens qui viennent en France. C'est pas ce qui est dit de l'autre côté de la Méditerranée en tous les cas, semble-t-il. Oui. Certes, alors c'est vrai que nous avons besoin de continuer à faciliter la mobilité dans les deux sens. Et je vais d'ailleurs travailler avec mon homologue, le ministre délégué aux Algériens en France, M. Sali, jeudi après-midi, justement pour essayer de voir les Algériens ont aussi des progrès à faire
pour nos Français qui ont des difficultés parce que Donc vous ils plaidez ont un pour la visa pour réciprocité. une seule entrée. Et ce que nous voudrions, c'est que des hommes d'affaires ou des femmes d'affaires qui vont régulièrement en Algérie puissent avoir des visas de circulation comme nous en délivrons aux Algériens. Merci beaucoup, Hélène Conway-Mouret. C'est la fin de cette interview. Donc, je retiens que vous voulez la réciprocité à la fois pour les visas algériens et des Français qui souhaitent se rendre en Algérie. C'est Oui, bien ça. absolument. Merci d'avoir été avec nous. Merci, Jean-Luc Combeau, pour votre analyse. Fin de ce journal. Merci surtout à vous de nous avoir suivis. Tout de suite, votre soirée documentaire.